Monsieur Valls, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Allogie le Live. On va parler de l'actualité au Proche-Orient, mais aussi en France. Vous étiez Premier ministre pendant les attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher qui se sont déroulés sur le sol français en 2015. Le terrorisme est donc un sujet que vous connaissez bien. Quelle est votre position aujourd'hui après le massacre qui s'est déroulé le 7 octobre en Israël? Bon, ce n'est pas une position, il y a à la fois l'aspect humain. Je me suis rendu en Israël une semaine après le 7 octobre et j'ai vu non seulement les vidéos terribles que maintenant beaucoup de monde a pu regarder, notamment les journalistes ou des parlementaires dans le monde entier, mais j'ai vu de mes propres yeux les conséquences, les traces de ce pogrom, de ces massacres perpétrés sur des kibboutz et dans une grande fête qui réunissait des milliers de jeunes. Donc, même si j'ai de l'expérience, malheureusement, je ne suis pas revenu indemne de ce qui a été un choc profond, vous le savez, à la fois pour les Israéliens, pour Israël, et puis le sionisme et l'État d'Israël ont été créés précisément pour protéger les Juifs des pogroms. Or, il y a un pogrom qui s'est déroulé pour la première fois en Israël depuis sa création, et on n'avait jamais tué autant de Juifs en un seul jour, avec la volonté de tuer, de violer, d'humilier et de provoquer Israël. Donc, mon analyse, c'est que c'est un basculement. On est passé à autre chose. C'est pour cela qu'il faut soutenir Israël dans sa volonté d'en finir avec la structure militaire et terroriste du Hamas. Cela a provoqué à la fois soutien à Israël, mais aussi une vague d'antisémitisme dans le monde qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc je suis aussi inquiet et il faut être capable de réagir à ces phénomènes qui sont en plus de longue portée. On voudrait parfois que tout se termine en quelques jours et que ça passe, mais malheureusement nous allons vivre et avec ce conflit, avec cette guerre, ses conséquences, et avec aussi ces traces en Europe comme aux États-Unis. Les appels à un cessez-le-feu se multiplient en France et dans le monde, et vous avez dit dans une interview « Cessez-le-feu, c'est donner la main au Hamas ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, je peux comprendre d'ailleurs que pour le grand public, la différence entre cessez-le-feu, pause humanitaire, ces différences ne sont pas évidentes. Mais un cessez-le-feu, il y en a eu ces dernières années. Quand il y a un cessez-le-feu, on ne sait pas quand est-ce qu'il y est mis fin. Donc ça serait donner la main au Hamas pour pouvoir se réorganiser, faire bouger les otages de lieu, se réarmer, retrouver du souffle face à la pression constante aujourd'hui de l'armée israélienne. Des pauses humanitaires, il y en a, elles sont nécessaires pour acheminer de la nourriture, de l'électricité, de l'essence, pour faire bouger aussi les populations civiles vers le sud pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Le Hamas se sert de la population civile comme d'un bouclier dans les écoles, dans les hôpitaux, et est responsable, c'est le responsable non seulement de cette attaque effrayante en Israël, mais aussi du sort des Gazaouis. Mais moi je fais bien la différence entre un cessez-le-feu qui apparaîtrait, c'est pour ça que la position américaine, israélienne est claire, comme une manière, une faiblesse vis-à-vis du Hamas, et les pauses humanitaires régulières qui permettent de soulager la population civile d'une guerre. Et une guerre, c'est malheureusement toujours un moment terrible et difficile. La plupart du temps, les élus représentent le peuple. Le Hamas a été élu par les Gazaouis, donc qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut dire que le peuple palestinien représente le Hamas? C'est une question difficile. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'élection depuis très longtemps, depuis presque une vingtaine d'années dans les territoires palestiniens. Le Hamas y a réalisé des scores très, très élevés, souvent à cause de la situation géopolitique, à cause de la détérioration de la situation des Palestiniens, des incursions de l'armée israélienne, mais aussi parce que la corruption règne dans l'autorité palestinienne, et le Hamas, qui n'est pas moins corrompu, mais a réussi à faire passer l'idée que c'était une force nouvelle qui représentait davantage les aspirations du peuple palestinien face à la vieille garde du
du Fatah. Donc il représente aussi à sa manière les Palestiniens. Tout le travail qui doit être fait par l'autorité palestinienne, j'ose espérer, même si je ne suis pas très optimiste, mais d'une manière générale par la presse et par les gouvernements des pays les plus impliqués ou les pays occidentaux, c'est de démontrer, c'est de rappeler que le Hamas a toujours été contre la paix, n'a jamais participé au moindre processus de négociation, n'a évidemment jamais reconnu l'État d'Israël, a tout fait par des attentats à la fin des années 90 au début des années 2000, a tout fait pour saboter toute discussion de paix, et qu'il est l'ennemi du peuple palestinien, et que d'ailleurs une des victimes collatérales de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est l'autorité palestinienne. Donc tout doit être fait pour démontrer que le Hamas est contre la paix, et que d'ailleurs la condition sine qua non aujourd'hui pour la paix, pour un processus de discussion politique, c'est la fin du Hamas. Comme vous le savez, la communauté juive de France s'inquiète de la montée de l'antisémitisme. Pensez-vous que cette montée est corroborée avec la montée de l'islamisme en France? Bien évidemment, elle ne s'inquiète pas, enfin, elle a peur. Elle a peur parce que le monde juif est confronté à quelque chose peut-être d'assez inédit depuis la création de l'État d'Israël. Où aller? Toujours l'idée, vous le savez, un jour de retourner à Jérusalem, même si c'est dans les têtes et dans les esprits. Et aujourd'hui, Israël a été frappé par cet attentat, par un pogrom. Donc, Israël doit reconstituer d'une certaine manière son infaillibilité, sa force face à cela, mais le choc est présent. Et puis l'antisémitisme déferle un peu partout, à des niveaux qu'on n'avait pas imaginés, même si depuis plus de 20 ans, j'alerte sur ce sujet-là avec bien d'autres. Évidemment que la montée de la haine des Juifs et d'Israël se fait aujourd'hui essentiellement à partir du monde arabo-musulman, des populations arabo-musulmanes, musulmanes, issues de l'immigration, qui habitent en France comme dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Il y a toujours eu un antisémitisme traditionnel qui vient de l'extrême droite, mais il est aujourd'hui marginal. Il existe. Hein. Vous regardez une revue comme Rivarol, qui est une revue d'extrême droite, qui continue à faire passer ces messages. Par le passé, il n'y a pas si longtemps, vous retrouviez Dieudonné, Soral, qui est un néo-nazi, une partie de l'extrême gauche, les islamistes ensemble dans des manifestations. Mais aujourd'hui, cet antisémitisme, cette haine des Juifs, oui, il passe à travers l'islamisme, puisque dans la matrice idéologique de l'islamisme, la haine des Juifs, comme d'ailleurs la haine des chrétiens, la haine de l'Occident, de notre culture, de la démocratie, mais surtout la haine des Juifs, est extrêmement présente. Il faut dire les choses clairement, et ils ont en plus, ces antisémites, ceux qui diffusent cette haine des Juifs, le soutien d'une partie de la gauche, du mouvement wokiste, de la cancel culture dans les universités, dans les campus, sur les campus américains, et chez nous aussi. Donc, jamais dans l'histoire de l'antisémitisme, on a trouvé une telle force qui, par haine d'Israël, amplifie ce mouvement. Donc c'est un moment grave, il nécessite une riposte très puissante des pouvoirs publics, mais aussi de la société, en l'occurrence de la société française. Comme vous l'avez dit, vous combattez activement l'antisémitisme depuis de nombreuses années. En quoi l'antisémitisme est le combat de tous? Il est millénaire, parce qu'il a forgé les sociétés chrétiennes, mais aussi musulmanes. En France, il fait partie de notre histoire moderne, d'abord parce que la Révolution française a émancipé les Juifs, parce que Napoléon Bonaparte a organisé le culte israélite, parce que l'affaire Dreyfus a été un moment clé dans la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi dans la consolidation de la République face aux ennemis de celle-ci, parce qu'évidemment il y a eu la collaboration, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, les décrets insupportables du maréchal Pétain, il y a aussi la résistance et les justes, parce qu'en France c'est la principale communauté dans le monde où les Juifs sont formidablement assimilés, intégrés, parfaitement, pleinement français depuis toujours.
Donc c'est un combat, c'est bien que le mot est utilisé à chaque fois un peu trop, mais c'est un combat civilisationnel, culturel. C'est pour cela que j'avais dit il y a quelques années que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France, parce que le judaïsme fait partie de l'âme française pleinement. Parlons-en de la manifestation contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron n'était pas là. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, je peux comprendre qu'un chef de l'État ne participe pas à des manifestations, même si par le passé, François Mitterrand avait participé à la grande manifestation qui a eu lieu après la profanation de tombes juives du cimetière de Carpentras. Et François Hollande est évidemment à la tête de la grande manifestation, mais avec beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Et nous tous, après Charlie Hebdo et l'hypercachère. Ça, je peux le comprendre, mais je vous donne vraiment mon sentiment. Le chef de l'État aurait dû être là. Dans ce moment crucial de basculement que j'évoquais, la haine des Juifs touche chacun d'entre nous, je viens de le dire. Et donc, la présence du chef de l'État aurait donné à cette manifestation, il y a eu beaucoup de monde, contrairement à des pronostics et contrairement à tout ce qui a été fait pour que ça ne marche pas, avec des polémiques insupportables, inutiles. Il y avait deux anciens présidents de la République, il y avait de nombreux anciens premiers ministres, et j'y étais évidemment. Tout cela à l'appel en plus de très grande qualité du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc il aurait dû être là pour manifester la cohésion de la nation autour de cette cause, et les raisons qui ont été données me paraissent erronées et pas à la hauteur du moment. Être là serait peut-être divisé. Non, quand on lutte contre l'antisémitisme, la haine des Juifs, on ne divise pas, on rassemble. Chacun doit être concerné par cet antisémitisme, cette vague, ce tsunami, cette haine des Juifs, et donc il aurait dû être là, et je regrettais évidemment son absence. Le parti de Marine Le Pen était présent. Est-ce que vous étiez satisfait de voir qu'ils étaient à cette marche? La manifestation ça avait été pareil d'ailleurs pour le 11 janvier 2015. C'était un appel à tous les Français. Et donc moi, d'une certaine manière, je me moque des étiquettes politiques. Je pense que quand on vient à cette manifestation, on marque un engagement contre l'antisémitisme. Moi, je ne méconnais pas les racines et l'histoire du Front National. Jean-Marie Le Pen était et est un antisémite. Il y a des antisémites encore aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Mais comme Serge Klarsfeld, je considère que cette formation soit présente, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en tout cas, ça ne sert à rien de polémiquer. Ce qui m'a choqué, ce sont plutôt les absences. Je ne pense pas à celle du président de la République, elle est d'une autre nature. Mais évidemment, à celle d'une partie de la gauche. Je ne sais même plus s'il faut l'appeler la gauche, celle de Mélenchon. Mais la force, moi j'étais plutôt rassuré par la force des Français. C'est-à-dire, ils ont donné une belle leçon à tous ceux qui polémiquaient sur le sujet, et en étant présents, plus de 100 000 personnes à Paris, près de 200 000 selon les chiffres officiels dans le pays, la France a accueilli les plus grandes manifestations dans le monde contre l'antisémitisme. Parlons un peu de vous, Manuel Valls. Vous êtes proche de l'Espagne. Vous y avez consacré une partie de votre carrière. Pensez-vous que la gestion de l'antisémitisme est mieux traitée en Espagne? Et comment se passe la laïcité du côté de nos voisins espagnols? Je suis né espagnol, une famille espagnole, et je suis totalement français. J'étais naturalisé quand j'avais 20 ans, et j'ai passé moins de 3 ans en Espagne. Je connais bien ce pays, en effet. C'est très différent. La mémoire juive a été effacée en Espagne après l'expulsion des Juifs en 1492. L'Espagne a renoué il y a quelques années, grâce à son roi, grâce à ses gouvernements, avec la culture séfarade. Un très beau discours du roi, Philippe VI, disant « Vous nous avez manqué hein, », et saluant le retour de cette mémoire. Mais sans cette mémoire, en ayant été en plus absente des grands mouvements de l'histoire et de grandes guerres mondiales au XXe siècle, n'ayant pas de mémoire ou très peu de l'Holocauste de la Shoah, avec une politique arabe tournée essentiellement vers les pays arabes,
au cours de ces 40-50 dernières années, même s'il y a eu des changements notables ces derniers temps. Le rapport à Israël ou à la lutte contre l'antisémitisme ou à la haine des Juifs n'est pas le même. Et en plus, il y a quelques milliers de Juifs seulement qui vivent en Espagne, même si les communautés sont en train de s'organiser à Barcelone et surtout à Madrid. Bon, donc je suis moi-même membre du board d'une fondation qui va bientôt pouvoir inaugurer un grand musée autour de l'histoire du judaïsme et de la relation entre l'Espagne et le judaïsme. Mais il y a un antisémitisme, là aussi traditionnel, qui vient de l'extrême droite, qui est forte encore, mais surtout de la gauche, sans même, entre guillemets, je mets des guillemets pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, ceux qui nous entendent et nous regardent, sans même y compris l'excuse d'une très grande présence de citoyens qui viennent du monde arabo-musulman en Espagne. Il y en a, mais il y a une haine réelle, profonde vis-à-vis d'Israël, qui est alors, évidemment, comme ici, un véritable antisémitisme qui vient de la gauche. La maire de Barcelone, à l'époque, elle a été battue depuis, a rompu le jumelage avec Tel Aviv il y a un an. Il a été heureusement depuis de nouveau reconstitué, alors que Tel Aviv est une ville sœur, des villes les plus progressistes, les plus ouvertes, les plus gay-friendly de la Méditerranée, comme Barcelone. La seule explication que j'y vois, c'est une haine d'Israël. C'est un antisémitisme caché ou de plus en plus avoué, comme vous voulez. Donc il y a toute une gauche. Il y a, ce n'est pas ses origines que je mets en cause, mais depuis hier, une ministre de cette gauche, de la gauche, dans une coalition avec les socialistes au gouvernement, qui elle-même est d'origine palestinienne. Son père et ses frères vivent en Cisjordanie. Elle est ministre de la jeunesse et de l'enfance. Mais jusqu'à il y a 2 jours, elle était parlementaire européenne. Elle a tenu des propos concernant Israël qui font froid dans le dos. Donc vous avez en effet là-bas cette gauche. Heureusement, parallèlement, il y a la reconstitution de cette mémoire et il y a une partie des élites espagnoles, et j'essaie d'y participer d'ici, à travers des articles de presse ou des conférences, pour changer ses positions, pour démontrer que le rapport à Israël et au monde juif doit être pour l'Espagne, qui a un rôle très important, dramatique, mais très important dans l'histoire du judaïsme méditerranéen. Il y a quelque chose que l'Espagne pourrait porter. Mais je vous avoue qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Actuellement, vous assurez la sortie espagnole donc, de votre dernier livre, Le courage guider leurs pas. Quand vous étiez à Barcelone, vous avez dit « Quand j'étais petit, je voulais être César ou Napoléon. Pourquoi ces 2 hommes vous inspirent-ils autant ?» C'est pour sortir un peu de... Oui, je vois ça. Questions un peu plus légères. Oui. Je suis très heureux d'ailleurs que mon livre soit traduit en espagnol. Je le présente en Espagne, je le présente aussi au Mexique bientôt. Il a bien marché, il marche bien d'ailleurs ici en France. Et au fond, ça permet de parler d'une belle valeur qui est le courage dont je pense que nos sociétés ont besoin. L'Europe a besoin d'ailleurs de courage. Il ne faut pas oublier ce qui se passe en Ukraine. On a l'impression que c'est effacé, que ça y est, ils ont perdu la guerre, etc. Donc, tout ça est absurde. On y joue notre avenir, celui de nos valeurs et de notre démocratie en Europe. Mais je suis un passionné d'histoire et quand j'étais gamin à Paris, à l'école publique, dans le 4e arrondissement, où d'ailleurs, très tôt, très gamin, j'ai eu cette connaissance du monde juif dans ce marais parisien. Oui, comme tout gamin, j'avais envie d'être, parce que c'est ce qu'on appelait César, Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte, les héros, c'est-à-dire les hommes, en l'occurrence, qui réussissent par leur action, leur prouesse, à changer le monde. Je suis revenu un peu de cela, je vous rassure, mon état mental est très équilibré, mais je crois toujours, c'est le sens de ce livre, que les hommes, les femmes, individuellement, collectivement, avec des valeurs, peuvent changer le cours de l'histoire. Et j'espère que, regardez Zelensky, à lui seul, il a réussi à changer les choses en Ukraine et à résister, à faire en sorte que ses armées, son peuple résistent à l'invasion russe. J'espère qu'on trouvera en Israël et parmi les Palestiniens aussi
des responsables politiques capables de s'élever et de trouver les voies nécessaires pour apaiser, pour revenir à la paix, même si aujourd'hui nous sommes dans le temps de la guerre. Et malheureusement, la guerre, elle fait partie de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'État hébreu est seul dans ce combat? Je ne crois pas. Il a l'aide et le soutien, heureusement, des États-Unis d'Amérique. Et moi, je trouve que l'administration Biden agit pas seulement dans ce domaine-là, pas seulement dans cette région du monde de manière très, très remarquable. Il y a eu, et je crois qu'on n'y renoncera pas, il y a les accords d'Abraham qui ont permis avec le Maroc, les Émirats, essentiellement des avancées importantes, et je suis convaincu que cela se fera aussi avec l'Arabie Saoudite à terme. C'est d'ailleurs une des voies possibles aussi pour trouver une solution pour les Palestiniens. L'Égypte et la Jordanie n'ont pas mis en cause les accords de paix. L'Inde n'est pas éloignée d'Israël aujourd'hui. L'Europe condamne évidemment avec force les atrocités du Hamas, tout en évidemment cherchant une solution politique. Bon, donc c'est pour les Palestiniens, donc je ne crois pas. Il peut y avoir ce sentiment de solitude, parce qu'au fond, on parle d'un petit État, Israël, c'est tout petit. Hein. Et on parle quoi, de 15 millions de Juifs dans le monde. Elie Barnavi rappelait il n'y a pas si longtemps dans un entretien que quand des étudiants américains pensaient qu'en Israël il y avait, je sais pas, 150 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'inculture surtout. Mais enfin, si je me bats avec d'autres, fort heureusement, c'est pour que les Israéliens et les Juifs du monde entier ne se sentent pas seuls dans ce moment terrible à tout point de vue. Manuel Valls, allons-nous vous revoir lors de prochaines élections en France? Non, je ne crois pas, enfin. Mais moi, j'ai la chance et l'honneur d'avoir servi ce pays, d'avoir une expérience, de connaître un certain nombre de dossiers. Je me rends en Israël depuis 40 ans. Je connais aussi Cisjordanie, Gaza. C'est un combat qui est pour moi un combat fondamental, parce que le soutien à Israël comme l'engagement contre la haine des Juifs font partie non seulement de mon ADN, mais je pense que c'est un combat pour nos sociétés, pour nos valeurs. Israël est en première ligne dans la défense des libertés et de la démocratie. J'étais très choqué par l'entretien de Dominique de Villepin quand celui-ci avait évoqué le fait qu'Israël organisait le désordre dans le monde, sans un mot sur la responsabilité, on n'a pas cité ce pays, mais de l'Iran, qui avec l'arc chiite en Irak, en Syrie, au Liban, utilisant le Hamas et le Hezbollah, évidemment, est dans une confrontation non seulement avec Israël, mais avec nous. Donc il ne faut jamais oublier ça. Donc moi, voilà, je veux intervenir pour être utile. Et c'est ça qui m'importe avant tout. Et en ayant d'une certaine manière, en étant pas dans l'action politique quotidienne, j'espère que ma parole, d'une certaine manière, a un peu plus de force. Après, on ne sait jamais ce que le destin politique peut ouvrir comme perspective. Mais pour le moment, je suis suffisamment préoccupé par ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et aujourd'hui avec Israël et la montée de la haine des Juifs pour m'impliquer totalement. Et c'est là où je pense que je peux être utile. Que peut-on vous souhaiter alors pour 2024 ? Non, c'est gentil de penser à moi. De l'énergie pour continuer ce combat, mais ce n'est pas à moi qu'il faut souhaiter quelque chose, c'est d'abord à la société française, pour qu'elle soit davantage unie, qu'elle trouve les forces pour lutter contre ces fractures, cette violence, cette haine de la France, cet antisémitisme que nous avons évoqué, puis surtout ce que nous devons souhaiter pour nous comme pour Israël, c'est d'en finir avec le Hamas. C'est un combat tout à fait fondamental. Mais moi, vous me trouverez toujours dans ces combats. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. C'était Manuel Valls pour Allogie le Live. Merci. Merci à vous.